Elle s'appelait Lydia, et dans son monde fait d'images, d'influences et de regards qui comptent plus que les mots, sa réputation était tout. À 33 ans, elle régnait sur un petit empire digital bâti à force de pauses étudiées, de partenariats soigneusement choisis et d'une image calibrée à la perfection. Femme accomplie, élégante, sûre d'elle, féminine mais jamais faible, bienveillante mais toujours dominante. Un cocktail savamment dosé qui lui avait valu plus de 280 000 abonnés sur Instagram, des contrats juteux avec des marques de cosmétiques et surtout, une crédibilité redoutable dans les cercles parisiens de la communication et de la mode. Tout le monde voulait être vu avec Lydia, ou au moins, être validé par un de ses likes. Mais derrière les filtres et les sourires, Lydia était une autre femme. Froide, manipulatrice, parfois cruelle. Elle jouait avec les failles des autres comme on joue aux échecs, en plusieurs coups d'avance. Elle n'hésitait pas à faire tomber une concurrente, si nécessaire. Et ce jour-là, ce fameux mardi matin, elle crut qu'elle tenait une occasion en or. Une de ces occasions qui vous assurent un pas de plus vers l'élite. Une amie, enfin, une connaissance du même cercle, lui avait envoyé des captures d'écran compromettantes. Une femme, visiblement influente elle aussi, surprise dans une ruelle, en tenue provocante, en train d'embrasser un homme marié. Les images étaient floues mais suffisamment parlantes. Le visage était visible. Lydia n'hésita pas. Elle n'avait jamais aimé cette fille, une certaine Clara, connue pour ses prises de parole pseudo-féministes et son sourire trop parfait pour être sincère. Clara gagnait en influence, raflait les contrats, apparaissait dans des événements où Lydia n'était pas invitée. C'était une menace. Alors Lydia posta les photos, sans commentaire, juste une story avec un emoji de serpent et quelques mots assassins. Hypocrisie, féminisme et coucherie. L'impact fut immédiat. Ses abonnés réagirent en masse. Commentaires, partages, rumeurs. En 1 heure, les forums de discussion explosaient. En 3 heures, les agences de Clara commençaient à l'appeler. Mais il y avait un problème. Un minuscule détail qui allait tout faire basculer. Ce n'était pas Clara sur la photo. C'était une autre femme. Plus âgée, un peu plus grande, même coupe de cheveux, même style, mais pas Clara. Et cette autre femme, c'était la propre sœur de Lydia. Camille Morel. Professeure d'art plastique, discrète, qui vivait à Lyon, loin des réseaux sociaux et du monde superficiel de sa sœur. Elles ne se parlaient plus depuis 2 ans, après une violente dispute familiale lors de l'enterrement de leur mère. Lydia avait oublié jusqu'à son visage, ou plutôt, elle n'avait pas pris la peine de bien regarder. Elle s'était précipitée. Dans sa haine de Clara, elle avait été aveugle. Et les réseaux ne pardonnent pas, car une autre influenceuse, concurrente de Lydia, saisit l'erreur. Elle publia un post cinglant, avec des comparatifs, des zooms, des explications. Lydia accuse à tort. Elle humilie sa propre sœur, qu'elle ne reconnaît même plus. Ce fut l'incendie. En quelques heures, Lydia passa du statut de juge moral à celui de bourreau maladroit. Les commentaires changèrent de ton. On ne riait plus de Clara, on accusait Lydia. D'arrogance, de méchanceté, de négligence, de haine gratuite. Puis Camille, blessée, publia une lettre ouverte sur Facebook. Une lettre d'une pudeur rare, émouvante, dans laquelle elle exprimait sa douleur d'avoir été exposée ainsi par sa propre sœur, sans même un appel, sans un message. Elle y évoquait leur enfance, les humiliations, le silence, la distance grandissante. Le message fut partagé plus de 30 000 fois. Même des personnalités politiques prirent position. On parla de cyberharcèlement, de culture du clash, de cruauté algorithmique. Les marques partenaires de Lydia, l'une après l'autre, annoncèrent la suspension de leur collaboration. En 3 jours, elle perdit plus de 50 000 abonnés. Sa boîte mail se remplit de lettres d'annulation, de demandes d'explications, de menaces. Et Clara, qui avait gardé le silence jusque-là, fit une apparition dans une interview où elle prononça une phrase restée virale. « Je ne souhaite à personne d'avoir une ennemie aussi toxique que Lydia Morel. Mais je ne souhaite à personne, non plus, d'avoir une sœur qui vous détruit par pure vengeance. » Ce fut la fin. Ou presque. Car Lydia tenta de se défendre. Une vidéo, les larmes aux yeux, expliquant qu'elle avait été trompée, qu'elle avait réagi sous la pression, qu'elle ne voulait blesser personne. Mais le mal était fait. Les gens ne croyaient plus aux excuses. Elle avait été trop rapide, trop sûre, trop violente. Et surtout, elle n'avait pas reconnu sa propre sœur. Cette faute-là, personne ne pouvait lui pardonner. Alors Lydia disparut. Du jour au lendemain. Plus de stories, plus de posts, plus de commentaires. Silence digital. On murmura qu'elle était partie vivre en Italie. Qu'elle avait changé de nom. Qu'elle suivait une thérapie. Mais la vérité, c'est qu'elle était restée. Dans un petit appartement de Montreuil, sans miroir, sans filtre, sans abonnés.
Et chaque matin, en ouvrant son téléphone, elle voyait son propre nom associé à l'erreur, à la trahison, au scandale. Plus de lumière. Juste l'ombre de ce poste de trop. Celui qui avait tout détruit. Non pas celui d'une ennemie, mais celui d'une sœur oubliée. Lydia ne sortait plus. Pas parce qu'elle était reconnue, oh non, ce n'était pas cela, mais parce qu'elle se sentait nue, dissoute, comme si le simple fait de marcher dans la rue était une imposture. Elle, qui autrefois ne franchissait jamais sa porte sans mascara ni stories à poster dans l'heure, enfilait à présent une capuche, des lunettes noires, et un silence épais comme une armure. Les jours se ressemblaient tous. Café tiède, rideau tiré, téléphone éteint. Elle passait parfois des heures à fixer son écran sans l'allumer, comme si son iPhone portait en lui la mémoire vivante de sa faute, comme s'il suffisait de le toucher pour ressentir encore le poids du désastre. Elle avait essayé de joindre Camille. À plusieurs reprises. Par message d'abord, puis par mail, puis par courrier. Des mots maladroits, désespérés. Des tentatives de justification mêlées à des aveux d'ignorance, des regrets trop tardifs. Camille ne répondit jamais. Et cela, étrangement, était la blessure la plus vive. Pas les abonnés perdus, pas les contrats envolés, pas même le mépris de ses anciens amis. Non, ce silence, ce refus d'exister à nouveau dans le regard de celle qu'elle avait trahie, c'était cela, la vraie sentence. Parfois, Lydia descendait dans la rue la nuit, juste pour marcher. Elle s'asseyait sur un banc, observait les gens qui rentraient tard, riaient, criaient, s'aimaient. Elle les enviait de ne pas être elle, de ne pas porter son nom. Puis un jour de décembre, elle reçut une lettre. Une enveloppe simple, blanche, sans expéditeur. Elle l'ouvrit avec les mains tremblantes. 3 lignes, écrites à la main, en lettres rondes et sages. Tu n'as pas seulement posté une photo. Tu as affiché ton mépris. Je n'ai pas disparu. Tu m'as simplement effacé. Aucun nom. Mais elle savait. Elle relut la lettre 10 fois, puis la serra contre son cœur, puis la brûla, sans comprendre pourquoi. Peut-être parce qu'elle ne méritait pas de la garder. Peut-être parce qu'elle n'avait plus le droit de rien posséder venant de Camille. Les mois passèrent. Elle tenta un retour, discret, sous un autre nom. Un compte lifestyle, petit, sans visage, où elle parlait de livres, de solitude, de renaissance. Elle pensait que personne ne ferait le lien. Mais Internet ne dort jamais. Quelqu'un la reconnut. Quelqu'un publia une capture, puis une autre. Le passé surgit comme un poison à retardement. Elle revient. Comme si de rien n'était. Et ce fut reparti. Une vague, plus discrète cette fois, mais tout aussi toxique. On lui rappela l'affaire, le poste, la sœur. On la traita d'opportuniste, de manipulatrice, de fantôme sans vergogne. Alors Lydia ferma tout. Définitivement. Elle vendit ses vêtements de marque, ses sacs, ses objets d'influence. Elle vendit son miroir doré, celui où elle se prenait autrefois en photo. Et elle partit. Pas en Italie, non. Dans un petit village près de Die, au pied des montagnes. Là, elle trouva un gîte, une vieille maison en pierre à retaper. Elle ne parla à personne pendant 3 semaines. Puis elle proposa ses services à la bibliothèque municipale. Puis elle donna des cours de photo à des ados qui n'avaient jamais entendu parler d'elle. Leur regard ne jugeait pas. Ils s'en fichaient. Ils la trouvaient cool. Un jour, l'un d'eux lui demanda « T'étais pas genre, connu, avant ?» Elle haussa les épaules. « Un peu. » Il sourit. « Bah maintenant, t'es bien là. » Et elle le crut. Ou essaya. 1 an plus tard, un homme frappa à sa porte. Une silhouette qu'elle ne reconnut pas tout de suite. Grand, les cheveux poivre et sel, une enveloppe à la main. Il lui tendit sans parler. À l'intérieur, une lettre. De Camille. « Je ne te pardonne pas, mais je ne veux plus te haïr. Ce que tu as fait m'a détruite. Mais ce que tu es devenu m'intrigue. Tu veux qu'on se parle ?» Lydia resta figée. Elle sentit un souffle froid lui parcourir l'échine. Ce n'était pas le pardon. C'était peut-être pire. C'était l'opportunité. Le miroir d'un possible futur, sans effacement mais avec toutes les cicatrices apparentes. Elle regarda l'homme. Il hocha la tête, comme pour dire « Elle attend ». Lydia sourit faiblement. « Donne-moi juste 1 minute. » Elle referma la porte. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se regarda dans un miroir s'enfuir. Son reflet était pâle, marqué, mais vrai. Le vrai visage de celle qui avait tout perdu. Et peut-être, celui de celle qui allait enfin, lentement, apprendre à tout reconstruire. Non pas pour les followers, ni pour le pardon. Mais pour elle. Pour Camille. Pour que cette erreur, ce poste de trop, ne soit plus une fin. Mais un commencement.